Je m'appelle Aymeric Guillot, je suis professeur à l'université Lyon 1, Claude Bernard Lyon 1. Ça fait une vingtaine d'années que je suis enseignant-chercheur dans le domaine des neurosciences et en particulier dans la neurophysiologie des processus mentaux. Donc je m'intéresse un petit peu plus spécifiquement à tout le travail mental qui va permettre d'améliorer la performance chez les athlètes, de faciliter le recouvrement des fonctions motrices chez des patients qui sont victimes d'incapacités motrices. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de comprendre comment et pourquoi le travail mental peut être efficace. Donc on va chercher à la fois à déterminer les règles de pratique pour que ce travail mental soit le plus efficace possible, et en même temps on va chercher à étudier des fondements un petit peu plus neurophysiologiques qui permettraient d'expliquer et de comprendre l'efficacité de cette approche. Je me suis intéressé à la dimension mentale et principalement à l'imagerie motrice pour deux raisons. La première, c'est que je trouvais qu'il y avait, quand je m'y suis intéressé, beaucoup plus de choses qui étaient déjà faites dans le domaine de la préparation technique, de la préparation physique, un petit peu moins de choses dans le domaine de la préparation mentale. C'était moins connu, moins diffusé, plus abstrait. C'est plus difficile d'accès évidemment parce que ça se passe dans la tête de la personne également. Donc c'est quelque chose qui m'a intéressé. Je me suis dit ça vaut le coup d'approfondir cet aspect-là, d'aller chercher à mieux comprendre, mieux contrôler, mieux conceptualiser tout ça. Et pourquoi l'imagerie? En réalité, l'imagerie, ça reste un outil ou une approche complémentaire à plein d'autres formes de travail. Mais elle a une particularité, l'imagerie motrice, c'est qu'elle est assez transversale. C'est-à-dire que c'est à la fois un élément constitutif de plein d'autres approches mentales. On va la retrouver dans de la relaxation, dans de la sophrologie, dans de l'hypnose, dans différents types d'accompagnement de la personne. Et en même temps, c'est une technique ou un outil qu'on peut utiliser à part entière. Donc on va faire un travail vraiment d'entraînement spécifique d'imagerie motrice, d'imagerie mentale, et on va du coup pouvoir travailler de manière vraiment singulière cette forme-là au service de la performance, au service du bien-être, au service de la préparation, à une performance au sens large du terme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail par imagerie, déjà va servir différents objectifs. Il ne va pas simplement rester dans le travail de la sphère mentale de l'individu ou de la dimension mentale de l'individu. Donc on va évidemment accompagner la personne et donc avoir des effets que j'aime qualifier d'indirects sur une performance, une nouvelle fois au sens large du terme. Et puis on va avoir des effets plus directs. On va pouvoir travailler dans d'autres domaines comme le geste technique ou la réalisation technique d'un comportement. Et dans ce cas-là, on va en avoir un effet non pas sur la personne, mais sur sa performance pour l'améliorer, la renforcer ou la corriger même éventuellement. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit également, c'est que lorsqu'on va travailler mentalement dans une dimension comme dans une autre, et on pourrait rajouter d'ailleurs le conditionnement stratégique ou tactique pour se préparer à quelque chose, et bien dans tous ces cas de figure-là, on va construire la représentation mentale sur la base des différentes modalités sensorielles. Donc on ne va pas simplement visualiser, comme le terme imagerie ou visualisation tend à le sous-entendre, on va aussi percevoir les sensations qui sont générées par le mouvement, on va entendre les sons qui sont associés ou induits par le mouvement, ou les sons intérieurs d'ailleurs, on va percevoir les sensations olfactives, on va avoir le sens du toucher, on va avoir en fait toute la spirale sensorielle qui constitue nos différents sens, nos différentes capacités, et on va construire comme ça des représentations qui vont être on qualifie de multimodal ou de multisensoriel, mais qui vont finalement intégrer tous ces éléments, tous ces aspects, pour construire une représentation qui est la plus élaborée, la plus riche, et souvent la plus fidèle possible par rapport à la réalité. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire et travailler, et c'est pour cette raison-là d'ailleurs, cette fidélité par rapport au mouvement, le fait qu'on aura par la suite des activations neuronales qui sont fortement comparables, que le travail mental se révélera efficace. Aujourd'hui, initialement, nous, on a beaucoup travaillé chez les sportifs. Ce qui a conduit notre réflexion, notre raisonnement au sein du laboratoire et de mon équipe, au départ, c'était de comprendre la dimension mentale et le travail par imagerie chez les sportifs. Donc, s'améliorer dans une performance, faciliter un apprentissage, améliorer un rendement ou une efficacité, mieux se préparer à un événement ou une compétition, mais dans le monde sportif. Et puis on a élargi ça progressivement à des dimensions ou des domaines un petit peu complémentaires. Donc celui qui est en lien direct, c'est l'incapacité motrice, donc la prise en charge de patients qui sont victimes d'incapacité motrice, temporaire ou définitive, et auquel cas on voit dans quelle mesure le travail mental permet de mieux récupérer ou éventuellement de construire des motricités compensatoires quand la lésion est irréversible ou l'atteinte irréversible. Et à côté de ça, on va utiliser le travail mental finalement dans toutes les dimensions où ça se justifie. Et en réalité, la particularité du travail mental et de l'imagerie, c'est qu'on le fait tout le temps, tous les jours, pour plein de raisons.
Et donc du coup, toutes les situations qu'on vit de la vie quotidienne, mais aussi des situations professionnelles, des situations personnelles, sont des situations qui vont être propices et qui vont bénéficier du travail mental. Donc par la suite, c'est vrai que j'ai développé une activité un petit peu en parallèle d'accompagnement de la personne, que ce soit sur le développement du bien-être, que ce soit sur le fait de travailler contre des croyances ou des idées préconçues ou des blocages. Et donc du coup, on travaille aussi sur du service à la personne. Et finalement, tout ce travail-là, on peut le réorienter dans différentes sphères. Le monde de l'entreprise est de plus en plus demandeur pour faire face à des situations anxiogènes, des situations stressantes, se préparer à garder une forme de lucidité ou d'efficacité dans l'exercice de ses fonctions dans un domaine ou dans une situation très stressante ou très anxiogène, par exemple. Donc le monde de l'entreprise, quelle que soit la nature de l'activité, est finalement très ouverte et va bénéficier véritablement du travail mental. Le développement personnel s'en est emparé également, à juste titre, et donne une part importante à la projection, à la simulation, à l'évocation mentale, au sein de différentes approches, au sein de différentes techniques et dans l'accompagnement des personnes. On peut aussi prendre l'exemple de la conduite automobile, qui est quelque chose finalement qui paraît pas forcément intuitif comme ça au départ, on a tendance à dissocier les domaines, mais qui en réalité fait appel à des notions de concentration, de partage de l'attention, de focalisation, d'évocation mentale, de situations d'urgence ou stressantes dans lesquelles on est amené à rester lucide et efficace. Donc finalement, le travail d'imagerie, que ce soit sous forme de contextualisation, de projection, de préparation, que ce soit dans l'apprentissage même de la conduite, que ce soit dans la capacité à s'ajuster ou à s'adapter à une situation pour pouvoir rester le plus efficace possible, le plus performant, c'est quelque chose qui paraît finalement totalement logique et totalement cohérent. Je dirais même la préparation à l'examen de la conduite, qui est quelque chose qui est redouté véritablement par beaucoup de monde. C'est la même chose, on peut faire une sorte de parallèle avec la préparation à un examen, la préparation à un entretien d'embauche, la préparation à un entretien de progression de carrière. C'est que finalement on est confronté à une situation qui est anxiogène, qui est stressante, qui joue sur les émotions, qui peut nous faire perdre nos moyens alors qu'on a les compétences et qu'on est en mesure de les démontrer. Et donc là, le travail mental, de différentes manières et par différentes voies, par différents exercices, peut permettre de mieux se préparer, de rester efficace. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de l'objectif qu'on va rechercher, la forme de travail va être très différente. Si je travaille sur la personne, sur la confiance en soi, sur la motivation, la régulation émotionnelle, le stress, l'anxiété, c'est pas du tout la même chose en termes de contenu, de moment d'entraînement, que ce que je vais faire sur l'appropriation gestuelle, sur l'efficacité comportementale, sur l'appropriation, la mémorisation ou la correction des comportements qui sont associés à la situation que je travaille, que je sois dans une dimension sportive ou si on reprend l'exemple de la conduite automobile, dans l'appropriation de la conduite ou dans la maîtrise de la conduite automobile. Puisque dans les deux cas, on est dans une forme d'automatisation à la fois motrice et perceptive plutôt. Et donc du coup, dès qu'on va rentrer dans cette deuxième phase-là, il faut que l'entraînement mental soit le plus proche possible et le plus fidèle possible par rapport à la réalité. Il y a pas mal d'études qui ont montré, sur un plan expérimental et scientifique, que lorsque le travail mental est déconnecté de la situation réelle, il est beaucoup moins efficace, parfois même il est contre-productif. Donc du coup, il faut vraiment qu'on se rapproche de la situation réelle de travail. Et se rapprocher de la situation réelle de travail, ça peut se faire de différents moyens. On peut être dans une contextualisation mentale, c'est le premier gradient ou le premier barreau de l'échelle qui permet de s'immerger d'une certaine manière, comme on peut le faire par la suite de manière encore plus approfondie avec de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, de se projeter finalement dans une situation qu'on est amené à rencontrer ou qu'on va vivre. Et puis, plus on va pouvoir se rapprocher de la situation réelle, mieux ce sera. Donc plus on va être dans une simulation qui reproduit ou qui nous rapproche de l'exécution réelle, plus le travail sera ajusté et donc potentiellement efficace. En d'autres termes, c'est beaucoup plus intéressant de faire un entraînement mental intégré qu'un entraînement mental dissocié dans ces conditions-là. Et par exemple, c'est beaucoup plus intéressant d'aller travailler mentalement la conduite automobile ou l'approche de la conduite automobile dans l'habitacle de la voiture, où on va être immergé dans l'environnement de pratique, avec la vision qui va être pertinente et celle à laquelle on va être confronté, avec des informations tactiles, d'appui sur le siège, les sensations de la ceinture, on va dire le confort relatif de celui qu'on a dans une voiture, qui va être totalement cohérent avec ce qu'on va imaginer par la suite. Et ce degré de congruence ou de compatibilité, il est essentiel parce qu'il rend le travail beaucoup plus facile d'une part et beaucoup plus efficace d'autre part.
Dans l'accompagnement et le travail avec l'athlète, le conducteur, l'étudiant, le professionnel, on a différents moyens aujourd'hui de travailler. On peut travailler en présentiel, bien évidemment, c'est probablement ce qu'il faudra privilégier. De toute façon, il faut un minimum de présentiel. On peut aussi travailler en distanciel, c'est-à-dire qu'on a les moyens de faire un travail à distance dans la mesure où l'entraînement qu'on propose est un entraînement qui est individualisé et qui est, je vais le mettre entre guillemets, autonomisant. C'est-à-dire que la personne s'approprie le travail et lorsqu'elle le met en place, on peut bien évidemment la guider en direct, on peut aussi la laisser faire et on peut travailler en amont et ensuite après avec elle en débriefing et en réajustement. Mais en réalité, c'est la personne qui travaille au moment où elle travaille. Ce qui fait que du coup, on a la possibilité bien évidemment de l'accompagner en présentiel et de la guider de manière un petit peu plus directe, ce qui aura l'avantage d'être relativement riche dans la mesure où on peut capter un certain nombre de choses sur le comportement, sur le non-verbal. Il y aura une alliance ou une présence, une synchronisation avec la personne qui sera enrichie, qui sera plus facile. Mais on peut également le faire en distanciel malgré le fait que cette synchronisation-là sera peut-être un petit peu plus limitée, en tout cas ternie par le fait qu'on est par caméra interposée. Néanmoins, on peut assurer une présence et un suivi qui permettent de travailler avec la personne, qui permettent de la guider, qui permettent de faire des allers-retours sur le contenu du travail avec elle et qui seront tout à fait efficaces dans la mise en œuvre de l'exercice et dans les répercussions, les bénéfices qu'on espère qu'elle puisse en tirer. Le travail par imagerie, l'entraînement mental par imagerie, c'est quelque chose qui doit s'inscrire sur la durée, idéalement. C'est-à-dire que c'est un accompagnement de la personne, ça doit devenir une routine, ça fait partie intégrante de l'entraînement, et donc ça va accompagner la personne et elle va le mettre en place, on l'a vu de différentes manières et pour différents objectifs, mais au fur et à mesure de sa pratique. Donc du coup, ça va avoir des effets qui vont se distiller sur le moyen long terme et dont l'objectif est de la mettre à la fois dans les meilleures dispositions possibles pour être performante et en même temps d'avoir un impact direct sur la performance. Donc on voit d'abord et en priorité, je pense, ces effets-là s'inscrire sur le long terme et faire partie vraiment intégrante de la pratique de la personne. Maintenant, on peut tout à fait s'attendre à des effets plus immédiats, beaucoup plus aigus, c'est-à-dire que parfois le travail qu'on va mettre en place peut avoir des répercussions très rapides sur des modifications, des processus de changement, des corrections ou des automatisations et des appropriations techniques, ou même sur la personne, la mettre dans un état d'esprit, dans des conditions qui sont tout à fait propices à la performance. On n'est pas obligé d'attendre forcément longtemps pour avoir des effets, on peut les observer très rapidement. Et l'intérêt, c'est de faire apparaître ces effets-là, de les observer et ensuite de les inscrire durablement dans la pratique et dans l'accompagnement de la personne. Donc on a des répercussions du coup qui vont être possibles dans l'exercice des fonctions de la personne, l'activité sportive si c'est un athlète, la conduite automobile si c'est un apprenti conducteur, mais la vie professionnelle et la vie personnelle de la personne. On peut tout à fait envisager d'ailleurs que le contenu du travail et la manière de travailler puissent s'orienter sur des situations de la vie personnelle qui sont sensibles à un caractère anxiogène ou stressant, qui nous amènent à être performants également dans différentes actions ou pour différentes raisons. Donc finalement, j'ai presque envie de dire que l'activité n'est qu'un support qui nous permet de travailler efficacement et le support peut être sportif, il peut être professionnel, il peut être personnel, donc il est issu de la vie quotidienne, de la vie professionnelle et de la vie de loisirs ou de la vie sportive. Aujourd'hui, on commence à relativement bien comprendre ce qui se passe quand on travaille mentalement. On comprend un petit peu mieux les processus qui sont engagés. On connaît les modifications que ça induit physiologiquement, psychologiquement sur la personne. Donc on commence à avoir une bonne vision d'ensemble de ce qui se passe. Ce qui est intéressant également maintenant, c'est de continuer à approfondir toutes les règles ou les conditions optimales de pratique. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre comment résoudre les décalages entre la théorie et la pratique ou faciliter les liaisons entre la théorie et la pratique. Et ça nous permet de mieux comprendre finalement comment mettre au service de la personne et de la performance l'entraînement mental qu'on va pouvoir proposer et de mieux ajuster les paramètres pour que ce travail-là soit efficace et permette d'atteindre les objectifs que la personne s'est fixés. Et je pense que actuellement, l'activité de recherche et la liaison avec les praticiens qui l'utilisent finalement au service de la vie quotidienne ou de la performance, il va dans cette direction-là, c'est-à-dire de mieux comprendre encore plus finement comment on va faire pour que ce travail-là, qui on le sait peut être efficace, va vraiment être efficace dans les conditions où on l'utilise, avec les personnes avec qui on l'utilise et pour les raisons qui nous ont poussé à l'utiliser. Et pour prendre un exemple actuel d'éléments ou de comparaison qui est établi, c'est que de plus en plus,
on a tendance à associer véritablement l'entraînement par observation et l'entraînement par imagerie motrice. Et pendant longtemps, ces approches-là ont été concurrentielles et opposées. On a même été dans des concepts théoriques qui visaient à les opposer et à trouver laquelle des deux était la plus intéressante, répondait aux désavantages ou aux inconvénients de l'autre. Et au final, on se rend compte que pour différentes raisons, l'association simultanée et combinée des deux approches est finalement le protocole et la combinaison la plus efficace, à la fois en termes d'engrammation, c'est-à-dire d'activation des processus neuronaux et neurophysiologiques qui permettront la mise en place d'effets durables, et en même temps dans l'efficacité au quotidien de l'utilisation par les praticiens ou par les athlètes de cette technique-là. Le premier, c'est le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, qui va probablement s'élargir ou augmenter lui aussi. Et l'association entre les deux sera hyper intéressante parce que l'entraînement par imagerie mentale a pour effet de contextualiser. Et la réalité virtuelle, la réalité augmentée donne des outils technologiques qui permettent une immersion encore plus efficace. Et donc on aura un amorçage entre les deux, on aura un dialogue entre les deux qui va certainement faire que les deux vont se nourrir mutuellement et vont se renforcer. Et donc on pourra faire un travail plus efficace grâce à la réalité virtuelle et la réalité augmentée et enrichir certainement l'utilisation de l'imagerie motrice. Et puis la deuxième orientation, puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est la conduite automobile. Il y a énormément de choses à faire dans un domaine finalement qui s'y prête admirablement bien, où on parle une nouvelle fois de partage de l'attention, de prise d'information, de multitâche, de lucidité, de capacité fonctionnelle et attentionnelle. Donc du coup, on est dans un environnement qui va énormément retirer d'un entraînement par imagerie pour différentes raisons. Et certainement qu'on pourra illustrer plein de manières différentes et complémentaires de travailler, qu'il faudra structurer et agencer correctement. Mais il y a énormément de choses à envisager dans cette dimension-là, y compris dans l'appréhension de la conduite automobile. On sait que c'est probablement parmi les difficultés les plus difficiles à surmonter quand on a la peur de la conduite, la peur du comportement de l'autre. On n'est pas du tout responsable et on n'a pas du tout le contrôle de tout ce qui se passe. Donc du coup, on est aussi dépendant finalement de l'environnement et de la conduite des autres. Et là aussi, mentalement, il y a des choses qu'on peut travailler pour se préparer au mieux à être performant dans ces conditions-là. Aujourd'hui, si vous souhaitez vous former ou vous perfectionner dans l'approche par imagerie motrice et l'entraînement par imagerie motrice, il y a différentes voies qui sont possibles. Il va y avoir des diplômes universitaires bien évidemment, avec des masters, ce qu'on appelle des DU, diplômes universitaires en préparation mentale, qui vont vous permettre de vous perfectionner dans l'imagerie, mais également dans d'autres formes de préparation mentale, d'autres outils, d'autres techniques, et également sur la posture d'un préparateur mental ou d'un accompagnateur. Donc vous avez cette voie-là bien évidemment que vous pouvez explorer et étudier et sur laquelle je pourrais bien évidemment vous renseigner si vous le souhaitez. Et puis vous avez également des modules de formation courtes, un peu plus de type masterclass ou un peu plus individualisés, qui s'adressent généralement à des publics un petit peu différents et qui là sont un petit peu plus centrés sur un outil ou une approche particulière. Donc il y en a une que je vous propose sur l'imagerie si vous le souhaitez, je pourrais vous donner les documentations ou les informations. Mais dans les deux cas, vous aurez des éléments qui vous permettront de mieux appréhender, mieux apprivoiser cet outil vraiment qui est très transversal et que de toute façon chacun d'entre nous utilise au quotidien pour différentes raisons.